Bonjour, bienvenue à la Comfi, 18e édition, et avec pas mal de sujets à l'ordre du jour, de ces rendez-vous mensuels que je vous propose depuis mon élection à la présidence de la Commission des finances. Je vais commencer par la Nouvelle-Calédonie, parce que c'est aujourd'hui un des sujets qui m'inquiète le plus, sujet sur lequel je m'étais mobilisé, jeune militant au début des années 80, parce que déjà il y avait un conflit colonial en cours avec une répression très forte des indépendantistes, mais qui avait occasionné aussi des morts de part et d'autre dans cette île qui, je le rappelle, n'est pas un territoire français comme un autre, c'est un territoire où il y a un système de colonisation reconnu par l'ONU, où les Kanaks ont subi, le peuple premier, le peuple autochtone a subi une colonisation de peuplement, et où évidemment le conflit qui avait commencé au début des années 80 s'apparentait à des conflits comme on a connu dans les guerres de décolonisation. Bon. On avait su à l'époque, le gouvernement avait su prendre des décisions pour ramener la paix. C'était les accords, différents accords qui ont donné naissance au accord de Nouméa et qui était un processus négocié entre à la fois les indépendantistes avec M. Djibaou, les loyalistes avec M. Lafleur. Il y a d'ailleurs une salle à l'Assemblée qui porte le nom de ces deux personnalités, et puis le gouvernement de l'époque. Bon, et on avait comme ça entamé un dialogue et on avait restauré la paix. Bon. Et là, depuis quelque temps, il y a des passages en force qui sont insupportables pour les indépendantistes, et je le comprends. Il y en a eu un premier lors d'un référendum qui a été organisé alors qu'ils ne le voulaient pas, et ils avaient des bonnes raisons de ne pas le vouloir, c'était la sortie du Covid. Ils estimaient que les conditions n'étaient pas adéquates à un référendum. Le gouvernement, à l'époque, a décidé de passer outre. Et là, c'est encore pire, puisque cette fois-ci, sans aucun dialogue, si ce n'est un monologue entre M. Darmanin et les loyalistes les plus extrêmes, on a décidé de changer le corps électoral, qui évidemment est au centre des discussions dans une colonisation de peuplement que chacun comprendra. C'est-à-dire que si vous avez la prise en compte pour voter, et notamment sur l'avenir de l'île, de personnes qui arrivent depuis quelques années de métropole, on comprendra bien que les gens qui sont dans cette île, qui sont les peuples premiers de cette île, finalement ont peur que d'être submergés et de voir accentuer cette colonisation de peuplement, et pour dire tout court, de voir revenir en réalité un processus de colonisation. Donc c'était évident qu'à partir du moment où ce texte était voté, ça allait s'enflammer du côté de la Nouvelle-Calédonie. C'est ce qui s'est passé. Et je le dis tout de suite, les déclarations va-t-en-guerre de M. Darmanin, qui parle de groupes mafieux en parlant d'organisations kanak, déclaration du Premier ministre qui se contente de dire, un peu comme s'il traitait un conflit intérieur en France, qu'il soit social ou dans les quartiers, qui se contente de dire la violence n'est jamais admissible. Oui, c'est vrai. La violence n'est peut-être pas admissible. Enfin, en tout cas, toute solution est meilleure que la violence, sauf qu'il y a une grande violence qui vient d'être faite au peuple kanak, en quelque part les méprisant et les humiliant, en passant en force cette loi. Donc il faut la retirer. Voilà. C'est la première chose qu'il faut faire. Il faut la retirer immédiatement. Et puis à partir de là, entamer un dialogue, prendre le temps qu'il faudra, dans le type de processus qui ont été habituels en Nouvelle-Calédonie. Mais je crois que la solution, c'est pas plus de répression qu'on est en train de faire. Fermer TikTok, parler d'ingérence étrangère. Là c'est l'Azerbaïdjan, on ne sait pas pourquoi. On a vu des manifestants à un moment donné avec un portrait du président de l'Azerbaïdjan, et on en conclut que ça serait éventuellement la force qui serait derrière. Enfin, qui peut penser aujourd'hui qu'on a un processus comme ça qui est ancré chez le peuple kanak interviendrait du fait d'une intervention étrangère? On se croirait revenu aux commentaires du début de la guerre d'Algérie, pour tout dire. Je trouve que ce n'est pas très positif. Donc voilà ce que nous, pour notre part, nous demandons, et surtout pas d'intervention de l'armée qui n'est pas faite pour le maintien de l'ordre, et qui serait une situation qui nous ferait rentrer un peu plus dans le risque de guerre civile. Deuxième point, Gaza au niveau international. Bon, malheureusement, il n'y a pas vraiment de nouvelles sur le fond, sauf que les choses s'aggravent. C'est-à-dire que il y a des offensives sur Rafah, et M. Netanyahou poursuit côte que coûte sa politique, qui est en réalité d'en finir avec la possibilité d'un territoire, d'un État palestinien. Voilà ce qui est en cours depuis maintenant longtemps. Et je dois dire que là-dessus, la France toujours tarde à prendre des actes qui soient à la hauteur de ses paroles. Dans les paroles, elle demande un cessez-le-feu, elle est pour reconnaître l'État palestinien, mais moi je trouve qu'elle ne fait pas grand-chose. Pas de décision, par exemple, de sanctions économiques, sanctions sur l'armement, ni ce qui serait
au moins nécessaire, c'est-à-dire de reconnaître unilatéralement un État palestinien. Et là, on vient de rater en plus une occasion, puisqu'il était question que le groupe d'études à l'Assemblée nationale franco-palestinien se transforme en groupe d'amitié. Il y avait apparemment une large volonté pour faire ce dont d'autres peuples bénéficient sans forcément être un État. Il y a un groupe d'amitié franco-Québec, par exemple, qui existe à l'Assemblée. Et il y a eu un refus majoritaire du bureau, avec une majorité allant des macronistes au RN en passant par LR, contre ce groupe d'amitié. Je trouve que c'est dommage, parce que ça aurait été un geste, plus que dommage, c'est même regrettable, parce que ça aurait été un geste symbolique de plus en faveur de l'émergence d'un État palestinien, sans lequel il n'y aura pas de retour de paix dans la région. Bien. À ce sujet, je dois dire aussi qu'il faut parler de la manière dont se traduit, de l'atmosphère, de la manière dont se traduit peut-être ce conflit en France, mais aussi une certaine atmosphère plus globale de développement du racisme. Et je condamne avec tout autant de vigueur, je voulais le dire, les tirs qui ont eu lieu il y a quelques semaines de cela sur la porte de la mosquée de Cherbourg, qui a été redoublée par l'incendie de plusieurs véhicules, manifestement qui étaient faits pour tenter de mettre le feu à cette mosquée, sans réaction d'ailleurs du gouvernement, ce que je regrette. Et aujourd'hui, la tentative de mettre le feu à la synagogue de Rouen, et avec la neutralisation, on le sait, de l'assaillant. Dans les deux cas, les choses sont inadmissibles. Et je pense qu'il faut, avec la même volonté, la même force, s'opposer à l'antisémitisme, s'opposer à l'islamophobie, comme s'opposer à tous les racismes. En tout cas, tous ceux qui le subissent doivent savoir que nous serons à leur côté quand de telles formes de discrimination et de racisme se développent. Dans ma circonscription, plusieurs points, et qui ont une répercussion nationale. D'abord, la grève des enseignants se poursuit pour la grève et la mobilisation, pour un plan d'urgence pour la Seine-Saint-Denis, très nécessaire dans un département qui souffre. Et c'est vérifié toujours par toutes les études, les rapports parlementaires des inégalités, notamment à l'école. Pour l'instant, ce mouvement, cette mobilisation historique n'a pas trouvé le débouché nécessaire auprès du gouvernement. J'espère que ce sera le cas. Il y a une manifestation encore prévue nationale le 25 dans laquelle les enseignants de Seine-Saint-Denis prendront une large part. Ils voient la ministre Belloubet le 28 et j'espère qu'enfin l'État entendra raison et que quelque part on n'aura pas une espèce de processus où les professions qui peuvent gêner le déroulement des JO ont gain de cause, ou en tout cas partie gain de cause, et puis par contre les professions comme les enseignants qui ne peuvent pas ne voient aucune de leurs revendications l'emporter. Donc je demande, Madame Belloubet, de manière vraiment solennelle, et je l'ai écrit également à M. Macron, qui m'avait dit qu'il comprenait le problème lors d'une rencontre à Saint-Denis, lors d'une inauguration d'un bâtiment prévu pour les Jeux Olympiques. Je leur demande d'agir pour faire en sorte de débloquer les sommes nécessaires pour permettre une plus grande égalité, une meilleure éducation en Seine-Saint-Denis. Autre sujet en Seine-Saint-Denis qui va bientôt être d'actualité, c'est le projet Green Dock. C'est un entrepôt géant qui est fait sur le port de Gennevilliers, sur la Seine, en face de l'île Saint-Denis et en face d'Épinay, dans ma circonscription, et qui fait partie de ces grands projets qui sous prétexte de greenwashing, c'est-à-dire que là le nom c'est Green Dock, c'est assez symbolique, en réalité ne font qu'augmenter, j'allais dire, un trafic à la fois routier, puisqu'il y aura plus de trafic routier occasionné par Green Dock, même si au départ on imagine que c'est surtout pour du développement fluvial, et puis aussi ces grands entrepôts qui servent finalement à toujours j'allais dire, ces importations de produits, ce grand déménagement du monde, etc., dont on sait aussi qu'il ne peut pas être l'avenir d'une planète et d'un pays qui est plus que menacé par le réchauffement climatique. Donc en plus c'est un projet qui est en face d'une zone Natura 2000, une des seules zones ornithologiques au bord de la Seine qui provoquerait pas mal de problèmes du fait de la navigation, y compris sur les cours de la Seine. Donc ce projet est à revoir et il y a une grande mobilisation le 25. Avec un collectif local qui s'est imposé, installer les soulèvements de la terre, pas mal de mairies qui s'opposent à ce projet, donc manifestation entre Gennevilliers et l'île Saint-Denis. Et puis le 23, quelques jours avant, je fais un colloque à l'Assemblée nationale sur ce thème
avec les maires de Gennevilliers, qui est plutôt favorable à ce projet, mon ami le maire Patrice Leclerc, et puis Mohamed Yamali, qui est aussi mon ami, maire de Lissani, qui lui est opposé à ce projet, plus des opposants, des personnes qui, comme Charles Fournier, député Europe Écologique, ont travaillé sur cette question des logistiques géants. Donc je vous y invite, c'est à l'Assemblée nationale le 23 mai, à partir du début de l'après-midi, vous pouvez vous y inscrire. Autre sujet, toujours en Seine-Saint-Denis, sur lequel aussi je voudrais attirer votre attention, c'est la menace de délocalisation d'EMA France. EMA France, c'est une entreprise d'Aulnay qui travaille quasiment uniquement pour Stellantis, c'est-à-dire Peugeot, Citroën. Et au moment même où M. Tabarez a augmenté ses revenus de façon dithyrambique, et bien au même moment, on menace de délocaliser cette entreprise pour pouvoir faire plus de bénéfices, parce que l'idée est de la bénéficier dans des pays où le prix du travail est moins élevé. Bon, c'est une décision uniquement faite en faveur finalement des actionnaires. Donc je m'y oppose, je me suis mobilisé avec pas mal de mes collègues de Seine-Saint-Denis. On a demandé des rencontres avec Bruno Le Maire. Je soutiens ces salariés. Cette entreprise ne doit pas fermer, elle ne doit pas délocaliser, parce que la meilleure façon, si ce n'est pas juste de la communication, de réindustrialiser le pays, c'est de faire en sorte déjà que les emplois ne partent pas. Et on voit bien que malheureusement, les délocalisations boursières continuent à sévir dans ce pays. Sujet évidemment lié aussi à ma circonscription, puisque vous savez qu'il y a le village olympique dans ma circonscription, le Stade de France, le centre aquatique, etc. Mais évidemment qu'il a aussi une portée nationale, c'est les Jeux olympiques qui m'inquiètent grandement. Alors l'autre jour, il y a un député socialiste qui a posé une question, tout en disant qu'il était à fond pour les Jeux olympiques, etc., mais qui posait une question sur la question de la sécurité. Monsieur Attal lui a répondu comme si, en réalité, cette personne était un traître à la patrie, en train, finalement, de minimiser ou de diminuer le prestige de ces Jeux olympiques. Bon, je pense que ça va, les Jeux olympiques, c'est pas une guerre, quoi. On peut quand même, à un moment donné, avoir une approche où on peut se permettre des critiques. Et il y en a notamment une que je voulais aujourd'hui porter, qui me paraît essentielle, c'est qu'on est en train de préparer les Jeux olympiques les plus sécuritaires de l'histoire. On nous avait vendu des jeux populaires, des jeux écologiques, sociaux. En tout cas, du point de vue sécuritaire, ça devient épouvantable. Et notamment cette histoire d'interdire l'accès de certaines zones, notamment au moment de la cérémonie d'ouverture, à des gens, à partir de leur QR code, sur décision administrative, sans que la justice y mette son nez, ce qui rappelle le moment du Covid, mais là, avec des critères qu'on ne connaîtra pas. C'est-à-dire que c'est l'administration qui décidera si oui ou non. Par exemple, vous pouvez sortir de chez vous, vous pouvez approcher de ces cérémonies dans des zones quand même assez étendues. Le symbole est terrible pour les libertés. Voilà. Moi, je crois que la liberté, c'est pas hasard que liberté, égalité, fraternité, ça commence par liberté. Tout procède de ça. Et jouer avec les libertés, à chaque fois, il faut regarder avec attention quelle est la proportionnalité de ce risque. Et là, je suis désolé, mais les Jeux olympiques ne peuvent pas excuser tout. Moi, je demande déjà au moins une chose, c'est que la cérémonie d'ouverture se fasse dans un stade, par exemple le Stade de France, où au moins on ne rendra pas nécessaire cette espèce de débauche, de contrôle, de décision administrative, hors de tout cadre de justice, etc. C'est un problème sur lequel on est en train de s'habituer, et c'est un problème qui est liberticide. Donc je ne souhaite pas ce processus liberticide vis-à-vis des Jeux olympiques qu'on nous avait vendu tout autre par ailleurs. Également, une autre loi sur laquelle je travaille pour ma part, qui là aussi a des relents dans l'actualité, c'est contre la multipropriété dans le football. Je vous rappelle, c'était venu des supporters du Red Star, club de ma circonscription, qui s'alarmaient de l'achat du club par un multipropriétaire, Sevens Partners, avec une entreprise américaine connaissant peu le foot, avec des fonds de pension, et qui s'inquiétaient, y compris sur l'origine de l'argent et j'allais dire la stabilité de ce partenaire. Et donc j'ai entamé une loi contre la multipropriété dans le foot, et aussi pour permettre un plus grand contrôle de l'entité sportive, on va dire, sur les financiers qui sont sponsors des clubs. Elle est toujours en cours, hein, j'ai fait beaucoup d'auditions, elle est bientôt finie, je pense qu'elle débouchera pour l'automne, mais aujourd'hui les faits nous donnent raison, parce que malheureusement Seven Partners, il s'avère qu'ils ont des problèmes financiers majeurs, et qu'il est fort possible qu'ils se retirent du club, et donc leur arrivée aura été plutôt négative qu'autre chose, alors empêcher peut-être qu'un autre sponsor, j'allais dire plus patrimonial, qui tient plus à
à la pérennité du club, qui a à faire un bon coup financier d'investissement pour je ne sais quelle raison, se prononce. Et là, il y a un très gros problème. Ça va être dénoncé dans des manifestations auxquelles je serai avec les supporters du Red Star dans les jours à venir. Dernier point pour terminer, évidemment, président de la commission des finances, je vais vous parler un peu de finances. Je vous avais laissé la dernière fois sur le programme de stabilité qui était à la fois terriblement inquiétant en termes de risque d'austérité pour les années à venir, de risque d'attaque sur la protection sociale, mais aussi, j'allais dire, de chiffres qui paraissaient pour beaucoup quelque peu sans fondement, voilà, des chiffres annoncés de déficit à venir où on voyait mal comment, de toute façon, le gouvernement allait y parvenir. Bon, donc le processus continue. Là, on est en ce moment dans ce qu'on appelle le printemps de l'évaluation. On reçoit tous les ministres et notamment, ça nous permet de leur demander comment ils comptent faire pour permettre la ventilation, l'annulation des 10 milliards d'euros, parce que tout ça est encore très flou, qui a été décidé par le gouvernement et qui risque de se prolonger de 5 à 10 milliards dans l'année à venir. Donc nous, par rapport à ça, nous demandons toujours un projet de loi de finances rectificatif, nous l'avons dit. Nous demandons, s'il ne vient pas, une motion de censure, qui serait donc, nous l'avons annoncé il y a quelque temps, pour environ début juin, et c'est toujours nécessaire, au moins pour que l'Assemblée puisse voter sur ces budgets, parce que c'est absolument incroyable qu'on ait quasiment transformé, ou en partie, le budget de la nation, et qu'on le fasse sans aucun vote. Donc nous exigeons toujours ce projet de loi de finances rectificatif sous peine de censure. Je n'ai pas fait que ça au niveau des finances, j'ai aussi entamé un autre processus, une autre idée, c'est de se dire qu'il ne fallait peut-être pas attendre le gouvernement pour permettre à l'Assemblée de dialoguer, débattre et faire des propositions, non pas sur plus de dépenses publiques, mais au contraire, cette fois-ci, savoir comment on pouvait récupérer plus de recettes, c'est-à-dire sur la fiscalité. Et donc, j'ai proposé, sous mon égide, les dialogues de l'Assemblée nationale sur la fiscalité à tous les groupes, qui ont tous dit oui, qui vont avoir lieu après les élections européennes, sur plusieurs séances de travail, les impôts sur le revenu, l'impôt sur le capital, la TVA, les impôts locaux, tout ce qui est cotisation. Enfin, on va vraiment essayer de regarder globalement la question pour essayer, pourquoi pas, de déboucher sur des pistes qui seraient majoritaires et qui permettraient, j'allais dire, de récupérer plus de recettes. Ça s'était déjà passé dans ma commission l'an dernier. Il y avait eu des majorités pour des amendements taxant davantage le capital et les surprofits. J'espère de cette réunion qui auront lieu à partir de juin qu'on débouchera finalement sur le même genre de proposition, voilà, qui montrera que, d'abord, qui est une manière de remettre l'Assemblée nationale au centre du jeu démocratique, ce au quoi je tiens beaucoup en tant que président de la Commission des finances, mais qui donnera aussi peut-être l'occasion à nouveau de montrer qu'il y a peut-être des majorités disponibles, non pas pour transformer complètement les budgets, mais en tout cas pour permettre d'aller chercher, leur rendre l'impôt un peu plus juste et d'aller chercher des recettes de l'État au lieu d'aller baisser les dépenses publiques, comme le proposent Monsieur le maire et Monsieur Cazenave. Voilà le sujet. Dernier petit point, et je vais clore là-dessus. Il y a évidemment une campagne européenne à laquelle je participe avec la liste de Manon Aubry. J'organise notamment dans ma circonscription à Saint-Ouen, au milieu du quartier populaire du Vieux Saint-Ouen, sur une place, la place devant le marché du Landy, à partir de 18h30 le 28 mai, des prises de parole, des barbecues, des porte-à-porte géants avec Rima Hassan et avec Leila Chabi, deux candidates de la liste conduite par Manon Aubry, auquel je souhaite le plus grand succès possible. Voilà, dans un mois.